Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Depuis l'époque de Sigmar, l'Empire a toujours entretenu des armées de soldats professionnels pour défendre ses terres. Puis, avec la venue de la Grande Guerre contre le Chaos et sur ordre du célèbre empereur Magnus le Pieux, 200 ans avant le règne de Karl Franz, toutes les provinces de l'Empire durent en plus maintenir une armée d'État permanente. Les soldats sont le pilier de ces armées, entraînés à se battre au sein d'un groupe plus important, avec des compétences individuelles complétées par la force du nombre. Des milliers de ces combattants se tiennent prêts à défendre leur province. Toute armée de l'Empire s'articule autour de ce noyau d'infanterie disciplinée. Il existe cependant, au sein même de ce noyau, une très grande diversité, surtout au niveau de la provenance de ces hommes, qui peut influencer par exemple son expérience au combat, sa mentalité, les armes qu'ils utilisent le plus souvent, et la qualité globale de leurs équipements. Ainsi, ceux qui vivent dans les régions sauvages des provinces du Nord et de l'Est, comme l'Ostland et l'Ostermark par exemple, sont généralement plus rustiques et plus belliqueux, ayant vécu sous la menace directe d'une invasion la majeure partie de leur existence. Ces terres indomptées engendrent des combattants hardis qui forment l'ossature la plus solide d'une armée de l'Empire, psychologiquement en tout cas. Le contact avec d'autres nations ou d'autres races en dehors du champ de bataille est inenvisageable pour l'écrasante majorité du peuple de l'Empire. En fait, pour le citoyen lambda du Auckland, qui considère ses voisins du Talabecland comme des êtres bizarres et indignes de confiance, les habitants du lointain Reikland lui seraient aussi étrangers que des Bretoniens ou des Tiléens. D'ailleurs, ceux de la province du Reikland sont vaniteux de l'opulence de leur région, se croyant supérieurs aux autres et pouvant causer quelques querelles sur le chemin du champ de bataille. Chaque province et cité-état de l'Empire dispose donc de sa propre armée de soldats professionnels, payés et équipés. Les cités-états sont dirigés par de puissants bourgmestres qui sont responsables de la levée et de l'entretien des armées, de la même manière que les comtes, ducs et barons des provinces sont chargés des mêmes choses pour les armées provinciales. Au son du tambour, des recruteurs battent la campagne et écument les villes, en promettant aux recrues une vie d'aventure et de gloire dans les armées de l'empereur. Attirés par leur amour de la patrie ou la promesse de 3 repas par jour, les hommes prêts à risquer leur peau dans les troupes régulières ne manquent pas. Ainsi, quelle que soit leur origine, ces troupes sont appelées des troupes régulières ou régiments réguliers. Ces hommes sont des soldats professionnels payés à plein temps. Et en plus de constituer une armée permanente, les troupes régulières font aussi office de garde dans les villes, en y faisant appliquer la loi, prêts à répondre à tout instant à l'appel de la guerre. Ils sont dans les garnisons, les baraquements, ils sont pompiers et policiers, en plus de constituer une armée de défense, bien que la plupart d'entre eux passent l'essentiel de leur temps à s'entraîner dans une caserne sous le regard sévère de leur sergent. Les troupes régulières portent les couleurs traditionnelles de leur province ou de leur cité-état, des uniformes embellis auxquels s'ajoutent des rubans, des écussons, des chapeaux et d'autres objets hautement symboliques comme des médailles de précédentes campagnes. Aucune règle stricte n'existe quant à la façon dont ces couleurs doivent être affichées ou portées, et c'est pourquoi il y a souvent des variations au sein même d'une compagnie, et d'un régiment à l'autre, les apparences peuvent être parfois très différentes, bien qu'un soldat affiche toujours fièrement son appartenance à sa province. Par exemple, la couleur la plus souvent associée à la province du Middenland est le bleu, mais cela ne signifie pas que tous les uniformes des troupes de cette province sont entièrement bleus. Certains régiments portent des manteaux bleus, d'autres des vestes rayées de bleu, tandis que d'autres encore arborent uniquement des plumes ou des rubans bleus sur leur chapeau. Il existe toutefois des exceptions notables, comme les joueurs d'épée de Carobourg, un régiment réputé qui porte des uniformes rouge sang, malgré son appartenance au Middenland, qui a pour couleur le bleu. On peut aussi citer le cas des têtes de mort de l'Ostermark, avec leurs uniformes pourpre et noirs, et des régiments de Bogenhafen par exemple, qui sont majoritairement violets et blancs, en dépit des couleurs officielles que sont le rouge et le blanc du Reikland. Les troupes régulières peuvent être équipées de façon diverse, mais l'arme la plus répandue est sans conteste la hallebarde, fruit du croisement entre une hache de bataille et une lance, et se maniant à 2 mains. Ces soldats sont les plus communs parmi les troupes régulières, car il est demandé à chaque comte électeur de posséder une force permanente de hallebardiers, et pour cause, leur grande polyvalence sur le champ de bataille. La hallebarde impériale est une arme pesante, capable d'infliger de terribles blessures, idéale pour affronter des ennemis en armure ou des créatures très coriaces, comme les orques et les hommes-bêtes. Les rangs de lanciers et de hallebardiers vont au combat souvent côte à côte, et les ennemis qui chargent ces rangs sont face à un mur de pointes d'acier tranchantes, et une formation de lanciers constitue un excellent régiment défensif.
D'autres régiments emploient bien évidemment des épées. Les épéistes sont d'excellents bretteurs, considérés comme des individus courageux cherchant à affronter les meilleurs combattants adverses pour prouver leur grande valeur au point de constituer des adversaires redoutables, même contre l'élite ennemie, à laquelle ils doivent souvent faire face. Un épéiste combattant est à même d'attaquer le point faible de son ennemi tout en se protégeant de son bouclier et se battant ainsi côte à côte avec les lanciers et les hallebardiers, et leurs épées complétant à merveille la longe de leurs camarades. Chaque bataillon est formé à soutenir les autres troupes sur le champ de bataille. Les régiments vont souvent au combat, appuyés par des détachements de troupes équipées différemment. Ces détachements restent près de leur régiment afin de protéger ses flancs vulnérables et de l'aider soit au corps à corps, soit en l'appuyant avec leurs tirs. Les arquebusiers et les arbalétriers abattent l'ennemi à distance et ceux qui survivent à ces salves se trouvent alors confrontés à des détachements de hallebardiers prêts à les intercepter et à les étriper avec leurs meurtrières armes d'astes. Habituellement, on trouve aussi des joueurs d'épée, ces solides combattants, des hommes de rang promus pour s'être distingués sur le champ de bataille. Ils sont particulièrement onéreux à équiper et à entretenir et sont donc systématiquement moins nombreux que les régiments de troupes régulières classiques. Ils ne sont jamais envoyés au combat à la légère et restent souvent en réserve, n'étant engagés que si la situation est désespérée. Les bataillons de joueurs d'épée servent de garnison au château des comtes électeurs et forment la garde d'honneur de leur maître lorsqu'ils se déplacent. Ces hommes taciturnes manient de grandes épées à deux mains, capables de couper un chevalier en deux. De plus, ils portent de lourdes armures forgées par les nains, car on attend d'eux qu'ils plongent au plus fort des combats et en ressortent victorieux. Les arbalètes ont une portée supérieure à celle des arquebuses, mais une force de pénétration moindre. En revanche, elles sont plus faciles à produire et à assembler, et les comtes électeurs entretiennent un grand nombre de régiments d'arbalétriers dans leurs armées, qu'on retrouve surtout dans les provinces du nord et de l'est de l'Empire, là où la menace constante d'invasion requiert de pouvoir équiper à la hâte des bataillons entiers. On retrouve d'ailleurs là-bas presque de manière équivalente de nombreux archers, et ces unités se voient souvent affecter des détachements pour protéger leurs flancs vulnérables et cribler l'ennemi de projectiles côte à côte avec les arbalétriers et les arquebusiers. Ces troupes régulières, quant à elles, sont équipées d'armes à poudre noire et à longs canons, appelées arquebuses, et sont pour le plus souvent exportées depuis Nuln, où elles sont assemblées par les meilleurs armuriers de l'Empire. Les salves de tir des arquebusiers peuvent arrêter la plus déterminée des wags ou désarçonner un chevalier du chaos malgré sa lourde armure, à tel point que le meilleur tireur du régiment se voit souvent offrir la possibilité de tester l'une des redoutables armes expérimentales inventées par la guilde des ingénieurs. Les armées impériales peuvent également faire appel aux compétences de l'école impériale d'artillerie de Nuln, à ses canons et ses mortiers crachant des salves dévastatrices, sans parler de ses infernaux canaux à répétition, voire à celle de l'école impériale d'ingénierie d'Aldorf, dont les étonnantes créations révèlent parfois le fléau des adversaires de l'Empire, en ne citant par exemple que les ardentes batteries tonnerres de feu, dont le sifflement traumatisant annonce une mort prochaine pour celui qui n'est pas du bon côté du champ de bataille. Les plus étranges des institutions impériales restent toutefois les collèges de magie, qui assurent la formation des sorciers de bataille, bien que ces magiciens suscitent la méfiance des habitants de l'Empire. Leurs pouvoirs surnaturels sont en effet des atouts essentiels sur le champ de bataille. Enfin, les armées de l'Empire peuvent compter sur l'aide des ordres de chevalerie, dont les membres sont des nobles se rendant au combat, engoncés dans de lourdes armures. Lorsque l'appel à la guerre résonne, leurs grands maîtres prennent leur commandement et emmènent leurs escadrons dans des charges tonitruantes qui laminent les fantassins adverses.